Donc, bonjour et bienvenue à tous pour l'édition 2020 de cette fête de la science, un petit peu spéciale cette année. Voilà, que contraintes sanitaires obligent de le faire en virtuel, mais nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cet apéro au labo. Donc, je m'appelle Delphine Olivier, je suis salariée de l'Institut de myologie, qui est un laboratoire de recherche et de soins de l'AFM Téléthon, modérateur de cet apéro au labo, et je vais vous présenter nos deux intervenants tout à l'heure. Juste pour un petit rappel, donc l'AFM Téléthon est une association de malades et de parents de malades qui a été créée il y a plus de 30 ans maintenant, dont le combat vise à mettre au point des médicaments innovants et d'aider les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec leur pathologie, qui est parfois rare, évolutive et qui est souvent considérée comme incurable. Mais nous comptons sur nos chercheurs justement pour avancer sur cette recherche et faire en sorte que ces maladies ne soient plus incurables un jour. Donc, je fais entrer en même temps des personnes, donc excusez-moi, je ne suis pas très naturelle dans mon discours. Aujourd'hui, donc peut-être grâce à vous aussi qui êtes adhérents, donateurs, bénévoles ou tout simplement grand public et qui avez envie un petit peu d'en savoir plus. Mais en tout cas, sachez que les premières victoires sur la maladie arrivent et qu'il y a des centaines de malades qui sont traités aujourd'hui par le monde grâce au travail des chercheurs qui est financé par le Téléthon. Et voilà, et donc malheureusement, il y a encore beaucoup de familles qui attendent des traitements et c'est pour ça que nos chercheurs sont à pied d'œuvre dans les labos pour découvrir et faire avancer la recherche au jour le jour. Donc, c'est grâce à tout ce que vous faites aussi en nous soutenant via le Téléthon que ces recherches peuvent avancer et que nous pouvons financer de nouveaux protocoles et de nouveaux projets chaque année. Donc, en tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette fête de la science un petit peu revisitée. Donc, chaque soir, vous avez vu le programme, il y aura des apéros au labo. Fête de la science AFM Téléthon. Donc, le rendez-vous de ce soir va durer à peu près 1 heure. Je pense qu'on va avoir 30 à 40 minutes de présentation et puis on va laisser ensuite la place à vos questions que je vais vous inviter à poser dans la partie conversation sur la droite de votre écran, donc par écrit dans le chat. Et nous répondrons à ces questions en fin de présentation si ça vous va, afin de mieux gérer le flux de paroles de nos intervenants et ça sera plus facile et plus fluide de les prendre à la fin. Et donc, voilà, je vous précise aussi que cette réunion est enregistrée pour les besoins du direct, mais c'est surtout pour que le lien puisse être, la diffusion puisse être proposée en différé ensuite sur notre site internet pour les personnes qui souhaiteraient revoir cette animation. Donc, je remercie Maria Gradia Biferi, notre chercheuse du Centre de recherche en myologie, et Serge Brown, le directeur scientifique de l'AFM Téléthon, qui sont avec nous ce soir et qui vont être nos présentateurs. Donc, je vais leur laisser la parole. Donc, la parole à Serge en premier lieu, puis Maria Gradia qui va vous présenter ses travaux de recherche. À toi, Serge. Merci. Merci Delphine. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran en espérant que vous allez voir s'afficher les diapositives qu'on va dérouler pour vous. Ça fonctionne. Voilà, donc en fait, merci à tous d'être là. On va essayer d'expliquer très simplement des notions qui au départ sont très compliquées. Mais faites-nous confiance, on va être le plus didactique possible. Alors, on parle de la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie parmi bien d'autres maladies neuromusculaires. Il y a plus de 300 maladies neuromusculaires qui peuvent toucher les muscles, qui peuvent aussi toucher les nerfs moteurs qui commandent les muscles. Et en fonction de l'atteinte, beaucoup de ces maladies sont génétiques, pas toutes. Et en fonction de l'atteinte, on peut avoir affaire à des maladies qui sont l'amyotrophie spinale infantile, qui touche aussi les motoneurones, la sclérose latérale amyotrophique, des maladies comme la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Il y a aussi des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, qui touche également les neurones moteurs, et en particulier le prolongement des neurones et la gaine qui entoure ces prolongements des neurones, et puis toute une série de maladies qui touchent les muscles
avec parfois des noms très, très compliqués. Alors, en l'occurrence, on va évoquer une des pistes thérapeutiques de la sclérose latérale amyotrophique et qui est la thérapie génique. Alors, la thérapie génique, ça peut s'expliquer très simplement, même si la mise en œuvre est extrêmement complexe, mais le principe est simple. Le principe, c'est d'administrer un gène qui est une information génétique, qui est un morceau d'ADN, d'administrer ce gène dans les cellules malades. Et ce n'est pas toujours simple. Déjà, il faut trouver le gène, il faut être capable de le découper, entre guillemets, et puis de le faire voyager dans l'organisme pour aller jusque dans les cellules. On voit comme ça un schéma, un dessin qui représente une cellule avec à l'intérieur le noyau où se trouve l'ADN de la cellule. Nous-mêmes, nous sommes faits de milliers de milliards de cellules et parmi ces cellules, il y a les neurones et les neurones moteurs. Et ces neurones possèdent tous un noyau avec l'ADN à l'intérieur. Et on peut administrer un morceau d'ADN qui est figuré ici par ce petit cylindre rouge et de l'amener dans les neurones jusque dans le noyau pour qu'il fonctionne au même titre que l'ADN de la cellule. Et le gène, c'est une information qui permet à la cellule de fabriquer une protéine. Et on peut comprendre que dans des maladies, il y a des protéines manquantes, des protéines déficientes, et on peut essayer de traiter ces maladies en administrant l'information qui permet aux cellules de fabriquer précisément cette protéine. Mais pour pouvoir délivrer de l'ADN dans les cellules, il faut un transporteur, parce que l'ADN, c'est une molécule qui est dégradée immédiatement lorsqu'on l'administre par toutes sortes d'enzymes et par des mécanismes naturels qui font que quand vous mangez de la salade, vous mangez l'ADN de la salade, mais vous ne ferez jamais de chlorophylle parce que les gènes de la salade que vous avez ingérés sont détruits. Et même si on les injectait, vous ne feriez toujours pas de chlorophylle. Donc il faut un transporteur, quelque chose qui va protéger l'ADN qui est fragile dans une enveloppe. Et un peu comme la lettre à la poste, on poste l'enveloppe et elle va arriver à destination. Là, on injecte le vecteur et il va arriver à destination. Et le vecteur, souvent, est dérivé de systèmes biologiques qui existent, et en particulier la nature ayant évolué pendant des milliards d'années, elle a notamment créé les virus. Et les virus sont des organismes qui ne sont pas des êtres vivants, mais qui contiennent de l'information génétique, qui pour se multiplier ont besoin de parasiter les cellules, donc de rentrer dans les cellules. Ce que vous voyez, la petite boule noire à gauche, sur la photo de gauche, c'est en fait le virus du sida, et il se trouve que c'est un virus qui est utilisé dans certains médicaments de thérapie génique pour des maladies de type déficit immunitaire ou certains cancers, où on corrige des cellules de la moelle osseuse par thérapie génique grâce à ce virus. Évidemment, ces virus sont modifiés, on leur enlève tous les gènes qui leur permettent de se multiplier, qui les rendent nocifs, et à la place, on met le gène d'intérêt, le gène thérapeutique. Le cercle noir représente le génome du virus, on a enlevé une partie, et à la place, on met le gène thérapeutique. On fait fabriquer ces virus par des cellules spécialisées et on récolte les virus, on les purifie et après on peut essayer de les administrer. Au milieu, on voit virus qu'on appelle des AAV. C'est des petits virus qui ont une propriété, lorsqu'on les injecte dans le sang, d'aller dans un petit peu tous les organes, d'être capable de se distribuer très largement dans l'organisme, notamment d'aller dans les muscles, le cœur, etc. Et puis il y a des systèmes plus synthétiques. Ce que vous voyez à droite, ce filament noir, c'est de l'ADN de bactéries. On appelle ça un plasmide. C'est un ADN qui est très facilement, que l'on peut très facilement manipuler. Et donc, on peut aussi y placer le gène thérapeutique. Et cet ADN, on peut le placer dans des liposomes ou des systèmes plus ou moins complexes, des lipides, des polymères, des choses comme ça, qui vont enrober l'ADN, le protéger, et qu'ensuite on peut administrer
soit dans un organe, soit par voie intraveineuse. Mais c'est des systèmes qui sont beaucoup moins efficaces que les virus. Et on va parler d'un virus particulier qui est utilisé dans le cadre de la sclérose latérale amyotrophique. Alors ces virus, c'est des systèmes très compliqués à produire. Ce schéma est très compliqué, mais je rassure tout le monde, je ne vais pas le décrire. C'est juste pour expliquer que la production de ces systèmes sont extrêmement complexes. Ça se fait au départ dans des boîtes de culture, mais quand on veut ensuite passer à grande échelle, ça se fait dans des grands fermenteurs dans lesquels on cultive les cellules productrices, c'est souvent des cellules humaines, des cellules qui sont modifiées génétiquement, qui vont produire ces virus en grande quantité. Ensuite, on va récolter ces virus et les purifier pour arriver à un produit fini qui est complètement incolore, on ne voit rien, c'est un liquide dans lequel on ne voit rien. D'ailleurs, les virus sont tellement petits qu'évidemment, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et cette suspension de virus peut faire l'objet ensuite de recherches dans différents modèles de la maladie, puis ensuite dans des essais cliniques chez l'homme. Alors, on s'adresse, dans le cas de la sclérose latérale amyotrophique, à une maladie du système nerveux. Le système nerveux a deux composantes principales, c'est le cerveau, on appelle ça le système nerveux central, et puis la moelle épinière et les nerfs périphériques, et on appelle ça le système nerveux périphérique. Et la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie qui touche essentiellement la moelle épinière, donc des neurones moteurs de la moelle épinière, et certains neurones aussi qui se trouvent, des neurones moteurs qui se trouvent au niveau du cerveau, mais c'est vraiment l'axe des neurones moteurs qui est la cible de la maladie. Et Maria Grazia va en parler. Là, on a un schéma de la moelle épinière très agrandi. On voit les nerfs périphériques. Alors, voici un nerf qui sort, qui va aller connecter les muscles et qui va commander la contraction musculaire. Les muscles se contractent parce qu'ils reçoivent une sorte de décharge électrique qui est procurée par les nerfs moteurs. Et dans la sclérose latérale amyotrophique, les muscles se paralysent, mais ils se paralysent non pas parce qu'ils ne fonctionnent plus, ils sont capables de se contracter. Le problème, c'est qu'ils ne reçoivent plus l'information qui leur commande de se contracter, parce que les neurones de la moelle épinière sont atteints. Et tout le travail qui a été réalisé par l'équipe de Maria Grazia et celle dirigée par Martine Barkatz, qui a travaillé dans le passé sur une autre maladie des neurones moteurs, la myotrophie spinale infantile. Maria Grazia va en parler. Tout ce travail a consisté à mettre au point un vecteur, un virus, qui s'appelle AAV, une souche particulière de ce virus, qui est capable, lorsqu'on l'injecte dans la circulation sanguine, de passer la barrière hémato-encéphalique. Alors la barrière hémato-encéphalique, c'est une barrière qui est une barrière physique qui empêche la plupart des composants de quitter le sang et d'aller dans le système nerveux. Et beaucoup de médicaments que l'on prend ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Et beaucoup de virus qui sont injectés dans le sang ou qui nous infectent ne vont pas passer la barrière hémato-encéphalique. Donc il fallait trouver une souche particulière d'un virus capable de passer la barrière hémato-encéphalique et d'aller cibler le système nerveux et en particulier les neurones moteurs. Et à partir de ce moment-là, on peut imaginer traiter des maladies qui touchent le système nerveux périphérique et s'adresser également parmi ces maladies à la sclérose latérale amyotrophique. Et c'est le travail que va vous présenter maintenant Maria Grazia, qui depuis plusieurs années planche sur cette question et a obtenu des résultats assez bluffants dans les modèles de la maladie. Et je laisse la main à Maria Grazia. Merci Serge, merci Delphine et bonsoir à tous. Bienvenue dans notre laboratoire de recherche où, comme Serge a bien expliqué, nous développons des thérapies géniques pour les maladies du motoneurone.
Les maladies du motoneurone, comme c'est montré dans la prochaine diapositive, sont des maladies où les neurones moteurs, qui est les neurones nécessaires à la contraction musculaire, il est dégénéré. Cette dégénérescence des motoneurones entraîne une dénervation musculaire. La dénervation musculaire entraîne une faiblesse musculaire et une paralysie. Les maladies que nous étudions au laboratoire sont l'amyotrophie spinale et surtout les formes sévères de cette maladie et la sclérose latérale amyotrophique, la maladie aussi appelée maladie des Charcot. Si pour l'amyotrophie spinale, il y a eu déjà des médicaments approuvés très récemment, pour la SLA, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie des Charcot, il n'y a aucun traitement qui actuellement est capable de soigner cette maladie. Et je vais vous donner un peu plus d'informations autour de cette pathologie. Dans la prochaine diapositive, je vous montre juste les concepts qui a permis le développement des médicaments pour l'autre maladie du motoneurone, donc la myotrophie spinale, et qui donc est un mécanisme que nous utilisons pour essayer de développer des systèmes similaires pour la sclérose latérale amyotrophique. Il s'agit des vecteurs AAV, donc vecteurs viraux AV, comme Serge vous l'a expliqué, qui peuvent, une fois qu'ils sont administrés dans la circulation sanguine, ils peuvent rentrer dans le système nerveux central et vraiment amener des gènes médicaments, des gènes d'intérêt et réparer donc les neurones dans le cerveau et dans la moelle épinière. Dans la prochaine diapositive, je vous montre comment un tel type de médicament était vraiment développé dans un laboratoire de recherche jusqu'à l'homme pour spinale. Effectivement, c'est le premier médicament de thérapie génique approuvé pour maladie du motoneurone qui est basé sur cette découverte fondamentale de la propriété des vecteurs AAV de pouvoir transduire les neurones dans le cerveau et la moelle épinière. Et c'est justement les médicaments Zolgensma qui étaient récemment approuvés pour la myotrophie spinale. Donc, pour ce qui concerne la SLA ou maladie des Charcot, ici, nous avons la SLA en chiffres. Ça veut dire on va avoir une idée de combien de patients ils sont latents et nous pouvons voir comme en France, il y a environ 600 personnes qui vivent avec cette maladie. C'est 6000. C'est une maladie très sévère et c'est une maladie surtout qui se déclenche à l'âge adulte. En fait, l'âge moyen des débuts de la maladie, c'est 50 et 60 ans. Il y a environ 1200 décès par an de cette maladie. Et quand je vous dis que c'est une maladie très complexe, c'est parce qu'on ne connaît pas du tout la cause de la majorité des cas de celle-là, mais il y a un 10-20% des cas qui sont des formes génétiques. Et c'est justement à ces formes génétiques que nous nous adressons pour développer des médicaments. Donc, dans la prochaine diapositive, vous pouvez voir comment entre ces 10-20% des cas génétiques des SLA, qu'on appelle forme familiale des SLA, différents gènes ont été découverts comme responsables de la maladie. Et nous allons nous adresser aux deux gènes les plus fréquemment retenus responsables de celle-là, les gènes SOD1, qui était aussi un des premiers gènes qui a été découvert pour cette maladie, et les gènes C9RF72. Dans la prochaine diapositive, donc, je commence à vous parler un peu plus et rentrer dans les détails de la SLA liées aux mutations dans les gènes SOD, SOD1. C'est la deuxième forme la plus courante des SLA et représente environ 20% des formes familiales des SLA. Les altérations génétiques dans les gènes SOD, ils s'entraînent la production d'une protéine qui normalement a un rôle antioxydant pour nos cellules. Les mutations dans cette gène, ils vont donner à cette protéine des propriétés qu'on appelle neurotoxiques, parce que cette protéine, elle va s'accumuler dans les neurones qui vont ensuite dégénérer et entraîner tous les processus de dénervation musculaire que je vous expliquais avant.
Donc, si on regarde à la prochaine diapositive, on peut voir comment, grâce à la surexpression, l'utilisation des modèles transgéniques de la maladie, il était possible d'observer les mêmes signes d'une pathologie humaine dans des modèles des souris des SELA. Ces souris, en fait, et sont les modèles animaux qui sont utilisés les plus couramment pour le développement des médicaments pour cette approche. Ils présentent la mutation dans les gènes SOD comme la mutation dans les gènes des patients. Ces souris, ils sont en durée de vie limitée. Ils développent au cours du temps une faiblesse musculaire et une paralysie. Et au niveau de la moelle épinière, ils présentent la perte des motoneurones. Donc, ils récapitulent bien les caractéristiques pathophysiologiques de la maladie. Dans la prochaine diapositive, on va un peu rentrer dans les approches thérapeutiques liées à cette forme de SELA. En fait, comme je vous ai dit, cette forme de SELA elle est causée par une accumulation de protéines toxiques. Donc, une des stratégies les plus développées, les plus étudiées actuellement, il y a des approches qui utilisent des séquences d'ADN pour réduire les niveaux toxiques de cette protéine. Et ces séquences d'ADN, qui sont appelées oligonucléotides antisense, ils vont cibler la SOD toxique humaine, ils vont réduire les niveaux toxiques de cette protéine chez les patients. Et c'est important de dire qu'actuellement, il y a vraiment des essais cliniques en cours qui essaient de démontrer chez les patients, donc, qui essaient de démontrer l'efficacité et la potentielle absence de toxicité de ces produits thérapeutiques. Mais en même temps, en connaissant mais par contre, ces séquences d'ADN, ils doivent être injectés de façon répétée chez les patients. Donc, pour obtenir un effet thérapeutique à plus long terme et plus persistant, et aussi un effet thérapeutique qui puisse cibler de façon complète les neurones dans le système nerveux central et les muscles squelettiques, nous utilisons, et aussi différents laboratoires dans le monde, ils essaient de développer des approches thérapeutiques où on combine l'utilisation des vecteurs AAV, donc les vecteurs viraux, avec les séquences d'ADN qui puissent réduire les niveaux toxiques des SOD. C'est ce qu'on a fait, ça fait déjà quelques années dans notre laboratoire. Nous avons, dans la prochaine diapositive, je vous montre vraiment les mécanismes moléculaires que nous avons utilisés pour réduire les niveaux toxiques des SOD. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais nous avons donc utilisé des séquences oligonucléotides antisense qui vont empêcher la production de cette protéine toxique. Et en déroulant la présentation, on va voir comment ces oligonucléotides ils vont s'adresser aux séquences d'ARN messager de la protéine SOD et ils vont justement entraîner une erreur dans la séquence qui puisse après être dégradée dans le déroulé de la présentation, on devrait les voir, et ils puissent dégrader donc la formation de cet ARN messager toxique et ensuite de la protéine. Dans la diapositive suivante, je vous montre exactement les constructions moléculaires que nous avons utilisées pour réduire la SOD toxique dans les modèles murins de cette maladie, les modèles des souris. Et donc, nous avons injecté ces vecteurs viraux contenant les oligonucléotides antisense dans les souris SOD. Et nous avons obtenu des résultats très importants en termes d'extension de survie de ces souris que nous avons injectés à la naissance et aussi à l'âge adulte. Il y a deux graphes qui vont vous montrer comme cette approche il a pu prolonger la survie des souris traitées avec la molécule thérapeutique, c'est la courbe en rouge, d'environ 100%, 92% d'augmentation de survie par rapport à des souris qui ne sont pas traitées ou sont traitées avec des virus qui ne contiennent pas la molécule thérapeutique. Et dans les graphes de droite, on voit comment cette approche elle était également efficace pour prolonger la survie des souris à l'âge adulte injectées à 50 jours. Ensuite, dans la prochaine diapositive, je vous montre en vidéo
des souris qui est un souris traité avec la thérapie et un souris qui au contraire il n'est pas traité et donc il est paralysé dans la cage. Les souris traitées, la souris traitée, au contraire, elle peut bouger. Il a une activité, disons, qui est appelée activité spontanée, qui est normale par rapport aux souris qui, au contraire, il n'a pas reçu des traitements et donc il reste paralysé. Dans la diapositive qui suit, il y a une image qui vraiment rentre au cœur de la moelle épinière parce qu'ici, on peut observer des neurones moteurs. Donc ici, on a les neurones moteurs d'un souris SOD qui est sur la gauche, donc, où on voit ces cellules vertes. Il y en a un ou deux cellules vertes. Au contraire, dans l'image à côté, nous pouvons voir comme les traitements a pu protéger les neurones moteurs dans la moelle épinière d'un souris SOD qui a été traité avec les vecteurs thérapeutiques. Dans la prochaine diapositive, je vous montre aussi une cellule que je trouve très jolie. Ce sont les astrocytes. Ce sont des cellules à forme, qui sont une forme étoilée. Mais ce sont des cellules qui, quand ils sont activés, ils sont un signe, disons, pathologique. Ça correspond un peu à une réaction inflammatoire au sein de la moelle épinière. Et donc, encore une fois, on voit comme suite au traitement avec cette thérapie, cette inflammation, elle est réduite dans la moelle épinière des souris traitées. On reste donc dans la prochaine diapositive, je vous montre juste comment cette étude qui a été, voilà, qui montre des résultats disons, solides et des résultats qui ont permis d'augmenter la survie de ces souris de plus de 25%, a été récompensé par un prix par une association américaine. Il y a quelqu'un qui a son micro d'activer. Il faut désactiver. Je l'ai coupé. Tu peux poursuivre. Donc, et aussi, cette association américaine, elle a aussi, disons, il a sponsorisé une étude similaire dans un autre laboratoire de recherche aux États-Unis pour reproduire les travaux que nous avons effectués dans notre laboratoire. Et cette deuxième étude a été très importante parce que souvent des résultats des recherches sont difficiles à reproduire par les autres laboratoires dans le monde. Et dans ces cas-là, dans un institut de recherche à Boston, il était possible vraiment de réobserver encore une fois l'effet thérapeutique prometteuse de cette approche pour la SLA liée aux mutations SOD. Donc maintenant, notre objectif, et c'est ce qui est en cours, c'est justement de passer de notre thérapie chez la souris jusqu'à l'homme. Et c'est vraiment un parcours qui s'appelle développement préclinique pour une application ensuite clinique de la thérapie génique pour la SLA liée aux mutations SOD. Ce sont des travaux très complexes que nous réalisons en collaboration avec l'Institut de biothérapie et en particulier avec l'Institut Généton qui développe les vecteurs médicaments. Et dans notre laboratoire, nous essayons de comprendre et trouver la meilleure dose qui puisse réduire donc la dose des vecteurs et avoir un effet efficace chez la souris. En parallèle, il y aura aussi ce qu'on programme de faire, c'est effectivement d'évaluer la potentielle toxicité de cette approche pour qu'on puisse un jour démarrer une étude clinique chez les patients. Comme dernière information que je voulais vous donner, je vous ai mentionné le fait que nous développons des thérapies donc aussi pour la SLA liée aux mutations C9 ORF72. Je sais que le nom de ces gènes il est un peu complexe, mais c'est une maladie qui quand même elle est la forme la plus fréquente de celle-là. Les altérations génétiques dans ces gènes, ils sont présents dans les formes familiales, mais aussi dans les formes sporadiques de celle-là. Donc, entre les mécanismes pathologiques qui sont responsables de cette maladie, dans la prochaine diapositive, on pourra les voir, il y a encore une fois une accumulation toxique cette fois, ce n'est pas une protéine, mais ce sont des ARN toxiques, ce sont des petits fossiles, des petits points d'ARN qui deviennent toxiques pour les neurones. Et donc, encore une fois,
pour notre approche des thérapies, nous voulons réduire la formation de ces fossiles d'ARN. Et ici, je vous montre dans les images qui suivent des cellules des patients qui portent la mutation dans les gènes C9, qui ont ces petits fossiles d'ARN, sont ces petits points fuchsia. Et on voit comme suite au traitement avec les molécules antisense portées par notre vecteur, ils sont réduits suite au traitement. Donc, maintenant, nous sommes au niveau de la cellule et nous devons encore développer cette approche pour démontrer sa validité dans un modèle animal. Ensuite, pour démarrer les mêmes processus de développement préclinique que nous avons en cours pour la SLA liée aux mutations SOD. Donc, dans la prochaine diapositive, j'ai les conclusions de cette présentation où je vous rappelle un concept très simple, donc on développe des vecteurs AV pour traiter des formes familiales génétiques de la SLA et que ces types de vecteurs, dans les futurs, ils pourront être, disons, modifiés pour cibler les différents mécanismes pathologiques responsables de cette maladie. Donc, c'est une stratégie prometteuse pour éventuellement développer des traitements pour une forme aussi sévère des maladies des motoneurones. Dans la prochaine diapositive, je tiens à remercier mes collègues qui travaillent avec moi sur ces approches, tous mes collaborateurs et aussi les sources de financement qui sont très importantes pour la recherche. Et je tiens à remercier la FM Téléthon qui a organisé cet apéro virtuel et j'espère que c'était utile pour vous et n'hésitez pas à poser des questions sur des aspects qui n'étaient pas trop clairs ou si vous avez des curiosités, n'hésitez pas. Merci. Merci Maria, merci à Serge. Je vais reprendre la parole. Tu peux laisser peut-être le dernier slide, Serge, de la présentation affiché. J'ai déjà une question là dans la salle. Donc pour Maria, peut-être tu vas pouvoir répondre. Aujourd'hui, on nous demande si on peut savoir dans un cas de SLA donné si la maladie est génétique ou pas. Donc, Maria Grazia qui répond. vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon, vas-y. Quand il y a un diagnostic de SLA, les médecins d'habitude ils proposent après des tests génétiques qui sont effectués dans les laboratoires des génétiques pour aller chercher si la personne est porteuse de la mutation, une des mutations. Et comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui est encore un peu complexe à faire parce qu'il y a beaucoup de gènes qui sont potentiellement responsables de la SLA. Il y a eu une trentaine de gènes qui ont été identifiés. Effectivement, c'est des tests génétiques qui sont proposés aux patients pour pouvoir déterminer si la forme de SLA est génétique ou pas. D'accord. N'hésitez pas à compléter dans le fil de conversation hein, s'il y a des questions plus précises ou que vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin. J'ai une deuxième question là qui s'affiche. Hop, que je vais vous dire en live. Pardon, j'ai plein de pop-up qui s'affichent en même temps. Voilà, donc est-ce que l'absence de recherche sur les formes non génétiques pourra un jour bénéficier à tous les types de maladies sans distinction? Je ne sais pas qui veut répondre, Maria, Serge. Moi, je peux répondre pour ce qui concerne. Vas-y, Maria, et je compléterai. D'accord. Je peux répondre pour ce qui concerne la SLA. Donc, en vérité, j'avais préparé aussi une autre diapositive, après je l'ai enlevée, mais effectivement, ce type d'approche, disons des thérapies géniques, donc où on peut amener quelque chose vraiment au cœur de la cellule, ils sont effectivement actuellement aussi étudiés pour toutes les formes non génétiques et surtout pour, par exemple, pour délivrer des facteurs qui puissent protéger les motoneurones de la dégénérescence. Ça veut dire pour cibler des mécanismes communs à toutes les formes de SLA et donc vraiment bloquer les mécanismes de dégénérescence. Et ça, c'est fait par exemple avec l'administration des facteurs neurotrophiques, etc. Et l'utilisation vraiment des vecteurs AAV permet vraiment de cibler ce type de cellules qui avant étaient très difficiles à cibler. Et donc, il y a beaucoup de recherches en cours aussi pour ce type d'approche. D'accord. Ça... Serge,
voulez peut-être compléter? Oui, en fait, il y a d'autres domaines dont le contexte est un peu similaire. Je pense par exemple à la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, ce n'est pas une maladie génétique, pas une maladie héréditaire, même il existe de rares cas, une proportion qui est encore plus faible que dans la sclérose latérale amyotrophique. Il existe des formes héréditaires de maladie de Parkinson. Et l'étude sur les formes héréditaires, en trouvant les gènes responsables de ces formes héréditaires, a permis de mieux comprendre les mécanismes en jeu qui sont communs aux formes héréditaires et aux formes sporadiques, donc non héréditaires. Et c'est un peu pareil pour la SLA. Il y a des mécanismes communs, ce qu'expliquait Maria Grazia. Donc, quand on parle d'accumulation de protéines toxiques ou de problèmes d'antioxydants. On va retrouver des mécanismes qui conduisent à la mort cellulaire, à la dégénérescence des motoneurones, aussi bien dans les formes héréditaires que dans les formes non génétiques. Et donc, on peut essayer de s'adresser à ces mécanismes. On les évalue dans les formes génétiques, dans les modèles animaux qui ont ces formes génétiques, et ça permet de réaliser des preuves de concept qui ensuite pourront être étendues aussi aux formes non génétiques. Merci à tous les deux pour la réponse. J'ai une autre question qui est arrivée. La SLA est-elle une maladie uniquement spécifique des motoneurones ou d'autres cellules comme les cellules gliales peuvent-elles contribuer aux symptômes? C'est une très bonne question et la réponse semble être oui. Parce que, en fait, déjà, comme je vous l'ai montré tout simplement dans des images des souris, je vous ai montré, effectivement, on voit carrément comment les astrocytes, qui sont des cellules gliales, ils sont extrêmement activés dans les formes, dans la SLA, en fait. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent comment il y a une sorte de mécanisme des toxicités qui se passent du motoneurone aux cellules gliales. Effectivement, les cellules gliales sont une cible très importante pour la thérapie génique de la SLA. Et avec les vecteurs AAV, avec certains types de vecteurs AAV, on peut également transduire certains types de cellules gliales, comme les astrocytes. Et notamment, notre approche thérapeutique, elle va cibler les motoneurones et les astrocytes. Mais on pense aussi qu'il y a une importante composante aussi du muscle. Et donc, nous essayons vraiment de pouvoir cibler aussi les muscles. Merci Maria pour cette réponse. J'ai encore une question qui arrive. Y a-t-il un espoir d'avoir un médicament d'ici 5 ans? Alors, je vais essayer de répondre à ça parce que c'est toujours des questions extrêmement difficiles. Parce que s'engager sur des calendriers, on peut être sûr qu'on aura de toute façon tout faux au bout du compte. Parfois ça va plus vite, mais souvent ça va plus lentement, donc je préfère pas trop être précis. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des essais cliniques qui démarrent, il va y en avoir d'autres. Certains peut-être seront décevants et d'autres plutôt prometteurs. C'est comme ça en médecine en général. Et dans la SLA, il y a eu beaucoup de médicaments qui ont été testés, des molécules pharmacologiques qui ont été testées qui malheureusement n'avaient pas donné grand-chose. Il y a très peu de médicaments qui sont reconnus aujourd'hui. Et donc pour la thérapie génique, dans les 5 ans, c'est sûr, un programme comme celui de Maria Grazia ira en clinique. Enfin, c'est sûr, je ne devrais même pas dire ça. Il y a de bonnes chances qu'il aille en clinique parce que les résultats sont vraiment les plus spectaculaires qui aient été jamais obtenus dans cette pathologie. Je peux le dire, Maria ne peut pas le dire, mais moi je peux le dire. Et peut-être que aussi dans d'autres endroits du monde, dans les laboratoires qui développent aussi des stratégies, soit par les antisens,
les oligonucléotides antisense dont parlait Maria Grazia, ou d'autres formes de thérapie génique, il y aura aussi des avancées dans les années qui viennent. Parler de médicaments qui sera disponible pour tous les malades, 5 ans, c'est certainement trop court, parce que le développement des médicaments prend du temps. Vous avez entendu parler des vaccins qu'on espère avoir avant la fin de l'année ou l'année prochaine contre le coronavirus, mais là, c'est un contexte très, très particulier. Les médicaments en général, ça prend une dizaine d'années pour être développé. Et dans une maladie qui est chronique, qui se déroule sur plusieurs années, forcément, le temps des essais sera quand même assez long. Pour les malades, ça sera toujours trop long. Pour les chercheurs, on s'enthousiasme pour les résultats, mais on sait que pour les malades, le temps court trop vite. Merci Serge. Alors, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. N'hésitez pas à les poser dans le fil de la conversation. Alors, on me demande le Rilutech. À quoi sert-il? Le Rilutech, c'était le tout premier médicament pharmacologique, donc une molécule qui a été développée d'ailleurs par Sanofi, hein, et qui a été enregistré. Donc, il y a eu, on appelle ça l'autorisation de mise sur le marché pour la SLA. Ça ralentit, ça fait gagner un petit peu de temps sur la maladie. Alors apparemment, il y a des malades qui répondent mieux que d'autres. Ce médicament est sur le marché depuis plusieurs années. Pour en avoir discuté avec des neurologues qui l'utilisent, hein, parce que les résultats préalables montraient qu'on pouvait peut-être gagner quelques mois. Mais il y a notamment un grand spécialiste avec lequel j'avais parlé qui a réalisé à peu près tous les essais cliniques qui se présentaient dans la SLA, me disait qu'il y a des malades qui, semble-t-il, répondent mieux que d'autres, mais on ne sait pas trop pourquoi aujourd'hui. Merci Serge. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? N'hésitez pas à les poser dans le fil de la conversation. Si quelque chose vous vient, maintenant qu'on a nos experts scientifiques sous la main, ils peuvent répondre en direct. Et je vous rappelle que la session a été enregistrée et permettra à d'autres de le revoir ensuite en différé sur le site. Je vais vous mettre dans le fil de la conversation également les liens utiles. Je peux peut-être apporter une petite anecdote justement sur les difficultés qui ont été rencontrées dans le développement de médicaments dans la SLA. Il y a eu une étude qui a été réalisée il y a quelques années maintenant, un peu rétrospective, mais qui a repris 70 candidats médicaments qui sont passés en essais cliniques et qui malheureusement n'avaient pas marché. Il y avait aussi d'ailleurs le Rilutech qui a été inclus dans cette étude. C'est une étude chez la souris dans 3 endroits différents, dont 3 laboratoires différents. Et c'est une étude qui a été faite sur un très très grand nombre de souris et dans des conditions très encadrées. Et les laboratoires, les animaleries, ce sont des endroits spécialisés dans lesquels sont hébergées les souris, étaient de qualité différente. Une animalerie, on va dire, conventionnelle, une animalerie avec davantage de contraintes sanitaires que les animaleries conventionnelles, où l'air est particulièrement filtré, le matériel utilisé est changé beaucoup plus souvent, le personnel est habillé de manière spéciale, donc dans des conditions plus strictes. Et la 3e catégorie, c'est des animaleries qu'on appelle indemnes de pathogènes spécifiques, où aucun virus ne peut pénétrer, aucun virus naturel, hein,
ne peut pénétrer. Les animaux sont indemnes de ces virus pathogènes. Ils sont sélectionnés spécialement pour ça. Et ils ont donc comparé, ils ont traité l'ensemble de ces animaux dans ces 3 catégories de laboratoire avec à chaque fois une de ces 70 molécules, ces 70 candidats médicaments. Et ils ont constaté qu'il y avait des faux positifs, c'est-à-dire qu'il y avait des souris qui semblaient répondre à ces médicaments. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient été en clinique, ces produits-là. Mais en fait, c'était des faux positifs. C'était ces médicaments, beaucoup de ces médicaments qui ont été en essai clinique, c'était en fait des antiseptiques ou qui avaient des propriétés antibiotiques. Et en fait, ils protégeaient les souris contre des infections bactériennes en particulier. Et ils apparaissaient comme prolongeant la survie des souris dans les animaleries qui n'étaient pas hyper protégées, c'est-à-dire dans les 2 premières catégories de laboratoire, et dans la 3e catégorie de laboratoire où les animaux sont indemnes de tout pathogène, eh bien ces produits-là ne marchaient pas, et donc c'était leur propriété antibiotique ou antiseptique qui était ressortie. C'était un biais d'expérience, un biais de laboratoire, et qui aurait dû être pris en compte bien avant que ces produits aillent en essai clinique. Et le Rilutec était déjà sur le marché, et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il semble qu'il y ait des malades qui répondent peut-être mieux que d'autres à ce traitement, et il serait intéressant d'essayer de comprendre aussi pourquoi, pour peut-être améliorer les autres candidats médicaments. C'est une petite anecdote de laboratoire, comme quoi la recherche, c'est même réalisée par de très grands scientifiques. Il y a parfois des conditions d'environnement qui viennent interférer avec les résultats, et il faut toujours se poser la question, quand le résultat est magnifique, est-ce que c'est un biais expérimental ou pas? Et les travaux de Maria Grazia, qui sont quand même très très spectaculaires, ont effectivement été reproduits aux États-Unis dans des conditions extrêmement strictes, de manière complètement indépendante de ce qu'a réalisé Maria Grazia. Et les résultats ont été confirmés parfaitement, ce qui nous a évidemment conforté dans l'intérêt de ce travail. Merci Serge pour toutes ces précisions complémentaires. On a 2 autres questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, une première, c'est quels conseils donnez-vous à des malades de la SLA en première phase? Je ne crois pas qu'on y ait répondu encore à celle-ci. Maria, peut-être? Je pense que les meilleurs conseils, c'est de pouvoir se rapprocher des cliniciens. Si vous êtes en France, il y a beaucoup de cliniciens experts en SLA, et vraiment évaluer avec eux l'état d'avancement de la maladie, et aussi les meilleures options en termes de prise en charge, même un comportement de vie, en termes d'alimentation, tout ce qui peut être vraiment conseillé par des cliniciens experts de cette maladie. Et en France, il y a des centres vraiment très, très forts, je voudrais dire, et des cliniciens très experts pour cette maladie. D'accord. Merci Maria. J'ai encore une question ici. Est-il possible de réaliser un test génétique pour savoir si la malade décédée avait une forme génétique de SLS à partir de cheveux ou dents, par exemple? C'est un petit peu... Le SLA, pardon. Est-ce qu'on peut réaliser un test génétique sur quelqu'un de décédé à partir de cheveux ou dents pour savoir si elle avait une forme génétique de SLA, en fait? Oui, on peut le faire. Et sinon, la descendance est-elle le moyen de se faire tester? Très loin. On peut remonter très loin dans le temps, parce que vous avez peut-être vu passer, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, une nouvelle qui était... Alors je fais un détour par rapport à la SLA, mais vous comprendrez pourquoi. Il a été observé que il y avait un gène qui a été transmis par l'homme de Néandertal,
et qui semblait protéger contre le qui semblait expliquer une partie des formes graves de Covid-19. Et ça peut peut-être expliquer pourquoi d'ailleurs la population en Afrique est moins touchée que sur les autres continents, parce que les croisements entre Homo sapiens et l'homme de Néandertal se sont effectués lorsque l'homme est sorti d'Afrique. Les Néandertaliens n'étaient pas présents en Afrique. Et donc, ce sont surtout les populations caucasiennes, etc., enfin, les autres populations dans le monde qui ont hérité de certains gènes de l'homme de Néandertal. On a à peu près 2,5% de gènes néandertaliens dans notre génome, sauf les populations en Afrique. Et celles-ci sont moins sensibles au coronavirus parce qu'elles n'ont pas les gènes néandertaliens. Mais tout ça pour dire qu'on est capable de décrypter le génome même sur des dents très, très, très anciennes qui ont des dizaines de milliers d'années. Donc, on peut le faire, évidemment, à plus brève échéance aussi, sur des tissus, quels qu'ils soient, dès lors qu'on peut récupérer l'ADN et ensuite facilement le séquencer. Il y a des machines maintenant qui le font très, très vite. D'accord. Merci, Serge. Mais ça ne vaudra que pour les formes génétiques de SLA, encore une fois, c'est-à-dire les 20% que représentent les formes génétiques dans la SLA. Très bien. Je ne sais pas si on a d'autres questions parmi les personnes qui sont avec nous. N'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps. Il est 19h25. On ne va pas vous prendre toute votre soirée, mais c'est encore le moment de profiter de poser vos questions en direct. On peut peut-être, Serge, juste se mettre sur le tout dernier slide de cette présentation sur les diapos en vert qui rappellent l'adresse du site afmtéléthon.fr. J'en profite pour vous rappeler que le Téléthon aura lieu cette année les 4 et 5 décembre et que nous vous invitons à suivre, bien évidemment, cette grande manifestation nationale en live, comme d'habitude, à la télévision, et ça sera retransmis un petit peu partout en France aussi. Il y aura des actions encore un petit peu de terrain, bien sûr, et également des choses qui vont se passer en live le jour J. Merci beaucoup. Voilà, sur cette diapo-là. Donc, vous avez le site afm-téléthon.fr. N'hésitez pas à revenir sur ce site pour toutes les infos concernant les maladies, la science, etc. Vous avez beaucoup de publications et d'informations scientifiques sur ce site. Nous avons aussi le site de l'Institut de myologie, institut-myologie.org, qui vous permet aussi de découvrir tous les travaux de recherche, et vous pourrez y retrouver des informations sur la SLA, bien sûr, et sur tous les travaux de l'équipe de Maria Grazia. En tout cas, un grand merci à tous les deux pour avoir animé cette session. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a plu à notre auditoire, en tout cas. Et je vous remercie personnellement, au nom de la FM Téléthon et des milliers de familles de malades qu'elle représente, d'avoir suivi cette session avec nous en live. Peut-être si vous avez envie d'animer, de faire quelque chose, ou de faire une animation aussi pour le prochain Téléthon, mais n'hésitez pas à nous rejoindre et à soutenir les chercheurs sur la voie des futures thérapies, parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses de faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, donc n'hésitez pas à nous soutenir par ce biais-là. C'est vraiment par vos actions et par votre participation au Téléthon aussi que la science peut continuer d'avancer. Donc 4 et 5 décembre, rendez-vous à tous pour nous retrouver pour cette formidable manifestation qui est le Téléthon, comme tous les ans. Et d'ici là, voilà, n'hésitez pas à poser encore des questions sur nos sites en direct. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Je pense qu'il n'y avait plus de questions. Et je vous remercie. Un petit mot peut-être pour conclure, Serge et Maria. On vous remercie d'une même voix. Oui. Merci à tous et merci d'avoir organisé cette séance. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Au revoir à tous. Je vais arrêter l'enregistrement et terminer cette session.
Merci. Bonne soirée. Au revoir.